Alors, bon, ça c'était une question pour moi. Marie, est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi tu travailles exactement? Alors, vaste sujet. Ça nous intéresse. Alors, moi je travaille sur les conditions, les stress environnementaux, donc appliqués à l'entraînement chez les sportifs de haut niveau. Donc que ce soit le manque d'oxygène, donc en altitude, le chaud, le froid. Et moi je vais m'intéresser particulièrement à ce qui se passe au niveau de la cellule et ce qu'on appelle, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le stress oxydant et les défenses antioxydantes. Parce que quand on fait un exercice physique, et d'autant plus quand on est exposé à des stress environnementaux, on a entre guillemets une surproduction de stress oxydant et en parallèle, on va aussi développer nos défenses antioxydantes. Et moi, j'étudie tout ça pour savoir quel impact ça peut avoir sur la performance et sur les adaptations liées à ce type d'entraînement et savoir après est-ce que ça peut être bénéfique chez des athlètes de haut niveau ou est-ce qu'on peut appliquer ça parfois chez des patients qui ont certaines maladies. Je sais que dans mon équipe, on travaille pas mal sur le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc en fait, c'est faire le lien un peu dans tout ça. Et donc, je fais ma thèse entre la France et le Canada et je travaille essentiellement avec des athlètes de haut niveau. Donc, mon boulot se partage entre faire passer les tests à des athlètes, après récupérer leurs échantillons de sang, aller les analyser au labo. Donc, j'enfile ma petite tenue de chimiste, je fais mes petits dosages. Après, il faut faire des statistiques, il faut analyser les résultats, écrire des articles. Voilà. En gros, À savoir, je mon trouve ça boulot, extrêmement intéressant, à savoir que dans ce contexte-là, il faut bien que vous compreniez que, et c'est là aussi où on en revient à notre première discussion sur les études, Oui, mais les adaptations physiologiques chez un sportif de haut niveau vont en plus Voilà. pas être les mêmes non. chez quelqu'un de totalement C'est lambda. ça. Et par exemple, on en parlait avec Lugos Godes là, prendre que des gens qui ont le diabète Non. Ouais. pour en faire des stats pour monsieur et madame tout le monde, ça va pas non plus marcher. C'est comme si on prend, moi, ma population d'études, typiquement cet été, c'était les athlètes qui ont fait les Jeux Olympiques. Donc on est vraiment sur du très très haut niveau. C'est comme si dire les résultats qu'on observe chez eux, on va les observer chez quelqu'un qui vient s'entraîner 3 fois par semaine. Ou Non. qui fait pas de Ou sport. encore pire, qui fait pas de sport et qui a du diabète de type 2 ou une maladie cardiovasculaire. Par contre, ça peut être un bon départ de base d'études pour extrapoler sur des sujets pathologiques. Parce que typiquement, quand on va emmener des athlètes en altitude, donc en hypoxie avec un manque d'oxygène, ce qu'on observe au niveau cellulaire, ça peut être ce qu'on observe chez des gens qui ont une tumeur métastatique, Et etc. l'hypothèse que tu vas faire Voilà. de cette étude, la conclusion de l'étude qui est une hypothèse, peut donner des directions à travailler sur d'autres choses à faire. Exact. Ça, c'est extrêmement intéressant. Là où je trouve ça super pertinent, et je vous donne aussi les limites, non pas pour elle, parce qu'elle en est complètement consciente, et de certaines personnes, c'est un sujet qui me fait rigoler, c'est que pendant des années, quand j'étais en STAPS, ou quand j'ai commencé dans ce milieu-là, on nous expliquait les fameuses interférences. Et on ne pouvait pas développer la force et le cardio en même temps parce que tu comprends, on avait étudié que sur l'équipe de France d'haltérophilie, quand on leur faisait courir 10 km, ils perdaient en force. Et ils ne sont pas faits pour courir 10 km. Ce que je veux vous expliquer, c'est que ça ne fonctionne que sur des gens ultra spécialisés. Oui, Vous prenez Benjamin Quin au meilleur de sa forme, vous lui faites courir 10 bornes par semaine pendant 6 semaines, vous retestez son RM back squat, c'est évident qu'il a diminué. Mais là, on parle de quelqu'un qui fait partie du top mondial dans un sport ultra spécialisé. Oui. Donc, pendant des années, on est resté sur les marathoniens d'un côté et les musculeux de l'autre, parce qu'en fait, on croyait que si on faisait les deux en même temps, on développerait rien. Alors que le CrossFit est arrivé les deux pieds dans le plat, en expliquant que quand on prend Thérèse, 54 ans, qui ne fait pas de sport depuis qu'elle est née, si dans les 3 prochaines années, on lui fait faire du cardio et de la force, j'ai un scoop pour vous, elle développe le cardio, du cardio et de la force. Donc son travail est extrêmement intéressant parce que, encore une fois, elle en sort des hypothèses, alors que le côté old school de ça en sortait des conclusions, ce qui ont fait que c'était des trucs complètement erronés. Et cette discussion sur les interférences, je me permets de la caler à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que c'est une question que j'ai tous les mois depuis 12 ans. Oui, mais est-ce que si je fais du cardio en même temps que power building, je vais quand même prendre en force? Ça dépend, si tu cours 10 bornes par jour, non. Mais si tu débutes, donc tu as moins de 3 ans de pratique, que tu fais 1 ou 2 watts par semaine cardio et tes 5 séances de force, tu vas prendre et en cardio et en force. Oui, mais moi j'ai un copain, il a fait STAPS et il me dit que si je fais deux en même temps, il va les interventions. Stop. Reprends les études et tu verras que ça a été fait, ça a été conclu.
mais dans un contexte. Ouais. Et puis ça évolue, parce que moi, j'ai pas le souvenir d'avoir appris ça, tu vois. Ah ben c'est magnifique. Donc, Magnifique. pour revenir sur les études scientifiques, à la fin, en général, avant ces conclusions, donc ces hypothèses d'ouverture sur d'autres recherches, on a toujours une partie de limitation. En fait, c'est pour que les autres scientifiques et les lecteurs soient au courant qu'une étude scientifique, ça ne peut pas être parfait, en fait. Parce que si on veut être le scientifique parfait, en fait, on ne publierait jamais rien. Donc, il y aura toujours des biais, il y aura toujours des erreurs. Il y a des contextes, en fait. Oui, voilà, il y a un contexte en disant, tu vois, par exemple, moi, je travaille sur le stress oxydant, on a choisi de doser ce marqueur, mais on sait que ce marqueur, ce n'est pas le plus représentatif de ce qui se passe au niveau de l'organisme, mais on l'a choisi pour telle raison. Et en fait, on est obligé de poser ses limites pour que les gens soient au courant, mais il ne faut pas les ignorer. C'est pour ça qu'une étude scientifique, ça ne prouve pas tout. Ça montre certaines choses, et c'est pour ça qu'on écrit encore une fois les résultats au conditionnel en disant on note tel résultat, donc il se pourrait que ce soit ça, mais il se pourrait que ce soit ça aussi. À l'inverse, ça peut être peut-être ça. Ça, c'est magnifique. Et ça fait vraiment avancer la recherche. Ça a vraiment un but d'amélioration de la société, un but d'amélioration de la santé, un but d'amélioration d'un milliard de trucs. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous comprenez bien que quand on fait des conclusions au conditionnel, on ne peut pas appeler ça des vérités. C'est pas des preuves comme le soleil brille tous les matins. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que même nous, des fois, on obtient des résultats, on se dit putain, ça, on ne sait pas comment les expliquer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi des phrases dans les articles scientifiques qui disent d'autres études menées plus tard vont peut-être nous permettre de comprendre pourquoi on a obtenu ce résultat. C'est de l'exploration pour de vrai. Moi, typiquement, on a fait de l'oxygénation musculaire. Donc, c'est un appareil qu'on met sur le vaste externe qui enregistre les niveaux d'oxygénation et de désoxygénation du muscle pendant l'effort. On n'a traité que la désoxyhémoglobine, donc l'hémoglobine qui est désoxygénée pendant l'effort, et pas les autres paramètres. Pourquoi on n'a pas étudié les autres paramètres ? Parce qu'ils évoluaient dans des sens où on s'est dit on ne sait pas comment les interpréter. Donc on a préféré pour l'instant les laisser de côté et se dire peut-être qu'on verra plus tard avec d'autres recherches ou d'autres articles qui vont sortir si on a des idées d'hypothèses qui pourraient nous permettre d'expliquer ces résultats. Mais voilà, il faut aussi prendre en compte que des fois, dans les études scientifiques, on ne met pas forcément tout ce qu'on trouve parce que peut-être qu'on ne sait pas l'expliquer ou peut-être qu'il y a aussi des défauts de matériel qui, des fois, donnent des valeurs complètement incohérentes. Donc, il faut avoir tout ça en tête et ça me permet de rebondir sur une question, c'était comment analyser les études scientifiques en étant novice. Moi, je ne vous conseille pas de les analyser, en fait. Si vous ne connaissez rien à la science, rien aux statistiques, rien aux biais scientifiques qu'il peut y avoir dans une étude, que vous ne maîtrisez pas l'anglais parfaitement parce que toutes les études sont rédigées en anglais, vous ne lisez pas les études, en fait. Ça ne vous apportera rien, à part vous perdre et dire « Ok, je ne comprends pas ce qu'il dit ». Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que quand on est dans un champ scientifique précis, donc moi, c'est de la physiologie de l'exercice, mais plus particulièrement de la physiologie cellulaire, je ne vais pas avoir la même façon de voir et la même façon de réfléchir que quelqu'un qui fait du cardiovasculaire, par exemple, ou alors quelqu'un qui fait juste de la mitochondrie ou du métabolisme. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte qu'en fait, on ne va pas analyser les choses avec le même prisme. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. C'est le fameux biais qu'on a tous, qu'on a absolument tous. Donner à quelqu'un un marteau et il va avoir des clous partout. C'est-à-dire qu'on y est tous sujets. Moi, j'ai tendance à voir tout par le spectre de la sécurité, l'anticipation, etc., etc., par rapport à nos psychologies, par rapport à nos sensibilités. Donc, en plus, si vous commencez à lire des études par vous-même, il y a des grosses chances que vous n'alliez lire que celles qui vont dans le sens qui vous intéresse. Sachant en plus, et ça me permet d'appuyer sur ce truc-là, comprenez bien qu'il y a un phénomène qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire le 80% qui donne 20% du résultat et le 20% qui donne 80% du résultat. En termes d'entraînement physique, à votre niveau, à tous, et je me mets dedans à mon niveau à moi aussi, le 20% qui va me donner 98% des résultats, il est connu, reconnu, développé depuis les années 45, il n'y a pas à revenir dessus, tout est à dispo. Maintenant, les données et les recherches qui sont faites actuellement nous permettent surtout de réfléchir et de découvrir encore quelques petites subtilités du fonctionnement du corps humain. Mais comprenez bien un truc. Les grandes découvertes, elles ont déjà été faites. Ah là, exactement. Et donc en fait, c'est pas en lisant. Si vous avez un problème de force actuellement, ça n'est pas en allant dans PubMed lire des publications en anglais où vous allez rien piger, tout interpréter de la mauvaise manière, que vous allez combler la force que vous n'avez pas. Si vous manquez de force, vous ne forcez pas assez, vous ne mangez pas assez, vous ne dormez pas assez. La vie est simple. Simple, stupid. Idem sur le cardio. Il n'y a personne qui a couru 5 à 10 km par semaine pendant les 52 dernières semaines qui considère qu'il n'a pas de cardio. Ça n'existe pas. Donc vous pouvez aller lire toutes les dernières études sur le développement cardiovasculaire.
vous n'allez rien découvrir de plus que ce qui a été. Maintenant qu'on découvre que dans une atmosphère à 22% d'oxygène, vous développez plus de cardio que dans une atmosphère à 18, vous avez quoi, vous, pour changer la densité en oxygène de votre air en fait? Non, et puis surtout, ça va vous apporter quoi sur votre pratique quotidienne? Rien. Voilà. Donc, pour moi, il y a un intérêt quand on est doctorant, chercheur, parce que là, on essaie carrément de pousser la compréhension du corps humain. Et puis ça a des retombées beaucoup sur l'aspect santé générale, mondiale, et ça a un vrai intérêt. Mais pour le pratiquant lambda, soyons très honnêtes, je vais utiliser un terme un peu grossier, mais même pour les coachs, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire que tous les mecs qui vous font des pages Insta où ils vous expliquent la dernière étude pour vous appuyer une nouvelle méthode d'entraînement, c'est de la pisse. C'est de la pisse. Et vous regardez ça parce que ça vous divertit, vous êtes complètement addict à la dopamine. Il faut que sur votre téléphone, vous scrolliez, mais il faut que vous ayez l'impression d'avoir appris un truc. Donc, je répète, si vraiment on se penche, et moi je le fais à chaque fois que je vois un mec qui me sort un article en disant que la dernière étude a prouvé qu'il fallait faire ça, il met le lien, en général quand il est honnête intellectuellement, et moi quand je vais voir la quantité d'échantillons qu'il a utilisé, quand je vais voir la démarche qui a été utilisée, et quand je vais voir le protocole qui a été utilisé, on voit que ça ne sert à rien. Le dernier que j'ai éclaté en vol, je me souviens plus de son nom, il nous expliquait qu'en fait, ça ne servait à rien de faire de l'activation au niveau des épaules parce que dans telle étude, il disait que ça ne servait à rien. Alors, l'exercice qui a été utilisé, c'est élastique, horizontal et faire ça. Et comme ils ont vu qu'en faisant ça, ça n'impactait pas les exercices de stabilité de l'épaule et de force de l'épaule, eh ben, l'activation des épaules, ça ne sert à rien. Non, mais en fait, ce mec-là ne sait juste pas ce que c'est un protocole d'activation de l'épaule. Oui. Et quand Puis on il n'a sait pas ce que pris c'est, des pincettes pour divulguer ses résultats. Il a dit c'est comme ça marche il pas. arrive Non. avec un énorme titre putaclic, ne faites pas ça, ça sert à rien, alors que c'est pas du tout la conclusion de l'étude. Non. Donc, encore une fois, prenez vraiment des distances avec les gens qui n'ont rien à vous apporter, à part, j'ai lu cette étude qui dit ça, donc ne faites pas ça. Pour moi, c'est vraiment un red flag. Vous voulez du bon contenu, regardez des gens qui s'entraînent, regardez des gens qui argumentent, regardez des gens qui publient des trucs pour d'autres raisons que l'argent. Vous comprenez bien que sur We Are Athletic, la quantité de vidéos qu'on vous fait chaque semaine, c'est parce qu'on est passionné. Le nombre de contenus gratuits qu'on vous met à disposition est tellement hors norme, vous comprenez bien que notre démarche, c'est l'amélioration collective, c'est pas l'oseille. Mais les gens qui n'ont rien d'autre à vous apporter que dans telle étude, il s'est passé ça, donc on peut en conclure ça, ces gens-là, c'est red flag. Le meilleur service que vous pouvez vous rendre, c'est désabonner, bloquer. Comme ça, au moins, vous n'êtes même pas tenté par des biais affectifs ou autres de temps en temps les regarder. Vous les bloquez, vous jetez. Ces gens-là n'ont rien à vous raconter. Ils ont trouvé un site internet qui diffuse les dernières publications. Ils disent, tu sais quoi, il faut que je fasse du contenu. Eh ben, je vais prendre une publication, sortir un titre méga putaclic. De toute façon, ça fera 100 cas de visionnage. Et puis moi, ma notoriété, elle va grossir. Oui. Partez, fuyez. Parce qu'en général, les vrais scientifiques, quand ils publient des choses où ça a effectivement été prouvé par plusieurs études, ils mettent même pas le nom des études. Ils disent, bah voilà, maintenant on sait que faire du cardio, c'est bon pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, bien manger, c'est bien pour être en meilleure santé. Et en fait, ils n'ont même pas besoin de dire « Ah oui, telle étude, elle a dit ça » parce qu'on ne sort pas une étude de son contexte. Et en général, on se base sur plusieurs études pour affirmer une conclusion. Et encore, la conclusion, il faut voir dans quel… Et dans l'exemple que je vous donne, écoutez bien, le mec a pris le pire mouvement à l'élastique du monde, celui qui sert vraiment à rien. Et comme celui-là, ils se sont juste aperçus qu'il n'était pas efficace. Il ne vous fait pas un post en vous disant « cet exercice n'est pas efficace ». Ce qui, à la limite, élastiques, c'est mauvais. Aurait été OK. Non. L'activation, alors des manières d'activer ses épaules, il y en a des caisses. Il y en a vraiment des caisses. L'activation de vos épaules ne sert à rien parce que, et en gros, la conclusion de ça, c'est parce que j'ai lu un article où cet exo à l'élastique ne sert à rien. Donc, l'activation globale de vos épaules est inutile. Là, on est vraiment au niveau bac moins 12 et bac plus 46 de la mauvaise foi. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, c'est la nouvelle trend TikTok, Instagram. Barrez-vous. Barrez-vous, fuyez. J'ai fait un réel là, il y a quelques jours avec un collègue. Enfin, il est médecin, lui, il est interne en médecine.
et il est spécialiste des sports de force. Et justement, on a fait un réel pour dire stop aux influenceurs qui font semblant d'avoir lu des études scientifiques en disant « Ah oui, bah ça c'est bien, faut faire ça c'est pas bien, ça marche pas », alors qu'ils maîtrisent pas les codes de la lecture scientifique et les méthodes d'analyse. Donc quand vous voyez ça, en fait, bah dehors, vous partez. Et en plus, là c'est le game view qui ressort, et en plus, en général, ces gens qui font ça, il faut regarder leur physique et leur performance, et vous comprenez bien qu'ils n'ont rien pigé. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous expliquer qu'il faut faire tel exo pour la prise de force, alors que le gars a un niveau de force équivalent à un débutant de sport de 6 mois dans une salle normale, il ne peut pas vous expliquer que les études qu'il a lues sont vraies, puisque de toute façon, il n'a pas expérimenté par sa pratique le truc. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est, voilà, soit vous les lisez pas. Non, mais il ne faut pas les lire. Hein. Ou voilà. Ah ben, c'est pas moi qui le dis. Hein. Pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est catégorique sur cette chaîne et que c'est pas moi. Non, mais lisez pas, ça sert à rien. Genre, même nous, des fois, on lit des études, on dit, ouais, en fait, on sait même pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, non, les lisez pas. Si vous maîtrisez pas l'anglais à la perfection et les outils scientifiques, ne les lisez pas, ça sert à rien. Expérimentez des choses sur vous, ça vous fera gagner du temps. Au moins, vous verrez ce qui marche pas, et au moins, vous saurez pourquoi vous faites les choses. Question suivante, comment éviter la rhabdomyolyse lors d'un effort intense ? Alors ça, c'est une question intéressante, mais pour faire le point là-dessus, la rhabdomyolyse, c'est quelque chose que normalement on n'est pas censé voir sur un... Par exemple, c'est pas en faisant un WOD de CrossFit que vous allez vous faire une rhabdomyolyse. La première fois que ça a été décrit, c'est à la suite des bombardements à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est ce qu'on appelait la pathologie de l'écrasement. C'est quand du coup les fibres musculaires étaient vraiment écrasées, donc détruites, et que du coup on avait un phénomène d'œdème, du contenu musculaire qui était répandu dans la circulation sanguine. On avait de la myoglobine qui se retrouvait dans les urines, donc urine ultra foncée, etc. Et ça engendrait des perturbations pathologiques. La rhabdomyolyse, dans le cas d'un effort physique, ça s'observe dans des cas très très rares, mais vraiment très très rares, suite à des efforts très longs et très intenses, typiquement un ultra trail. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'ultra rare. Et donc, ce n'est pas vous, dans votre pratique quotidienne, que vous allez vous faire une rhabdomyolyse. C'est arrivé en compétition au French Throwdown suite à un WOD où ils ont fait 150 GHD sit-up à une allure de compétition idiote, avec un volume d'entraînement complètement idiote. Il y a 2-3 personnes, dont des femmes, qui ont fini en rhabdomyolyse à l'hôpital. C'est décrit dans le level 1 comme un des risques de notre activité, parce que comme on pousse les gens à faire de la très haute intensité, il y a des gens qui sont capables de vraiment complètement dégoupiller, et en plus de faire de la très haute intensité sur des muscles qui ne sont pas capables. Il faut savoir que du GHD sit-up, à moins que vous ayez aucune chaîne antérieure et aucune chaîne postérieure, déjà vous en faites 4 x 15 en renfort, il vous faut 2 minutes de récup et vous êtes complètement plié en deux. Quand vous commencez à vous en manger 150 dans la plus grosse compétition, entre autres efforts, il y a 6 ou 7 watts dans la compétition, ça ne pouvait pas bien se terminer, ça ne pouvait pas bien se passer. Ça arrive sur des efforts très intenses, pour lesquels le corps n'est pas du tout habitué. Mais encore une fois, c'est des cas exceptionnels. Et puis voilà, là je parle GHD sit-up, en plus on est vraiment dans une extension complète, une fermeture, donc on est dans une déchirure de fibres sans précédente. Après, honnêtement, tout ça est très très bien développé sur Internet, comment éviter la rhabdomyolyse, s'entraîner correctement et ne pas faire d'intensité suicidaire mongole sur des mouvements qu'on n'est pas capable de faire. Voilà, je pense que c'est très très simple. C'est un cas tellement énorme, c'est tellement improbable d'en arriver là. C'est un effort à une allure complètement dégénérée sur un mouvement absolument pas entraîné. Je pense que dans notre contexte à nous, ça ne peut se produire que dans ces conditions-là.